ressources et dont on a vu qu'il était un sujet absolument stratégique dans cette crise, peut-il justement bénéficier d'un boom des investissements, puisque l'on aura bien compris que c'est un sujet absolument essentiel. Je vous propose donc que l'on évoque un certain nombre de questions, de sujets. La parole est bien sûr absolument libre et on espère un débat interactif, donc n'hésitez pas à réagir entre vous, et puis on prendra évidemment des questions des participants qui nous suivent un petit peu partout sur le continent africain, mais aussi je sais que certains sont en Europe. Donc merci à tous de nous avoir rejoints pour suivre cette séquence. Karim, je vous propose qu'on démarre peut-être avec vous sur cette tech africaine au cœur de la crise. Il y a beaucoup d'innovations, il y a des opportunités assez extraordinaires qui ont été saisies. On voit bien le dynamisme très fort porté donc par l'ensemble de cet écosystème africain. Plusieurs, Rema Medical Technology qui met donc en place un outil gratuitement de communication médicale au service des ministères de la Santé en Afrique. C'est un des exemples. Et puis, il y a également le DAN Covid-19, où là, on voit une mobilisation qui est assez extraordinaire. Pardonnez-moi, Karim, nous ne vous entendons pas. Est-ce que votre micro est activé, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui, parfait. Merci, Karim. On vous écoute. Effectivement, il y a d'abord pas mal d'entrepreneurs qui ont tout de suite réagi et ouvert leurs solutions pour les mettre à disposition, donc aussi bien Rema que d'autres. On a vu aussi dans l'éducation, dans toutes sortes de secteurs. Dan Covid est assez particulier en fait, c'est une initiative donc sénégalaise. Je pourrais éventuellement partager mon écran, qui a été impulsée en fait par l'Organisation des professionnels des technologies de l'information du Sénégal, et donc qui a j'essaie de vous partager. Voilà, vous voyez mon écran? Oui. Et vous voyez donc Optic, c'est donc l'organisation des professionnels, mais qui s'est rapproché tout de suite et a ouvert en fait une action pour dire okay, comment est-ce qu'on peut répondre à la crise et surtout à fédérer pour trouver des solutions rapides pour le ministère de la Santé. Aujourd'hui, on voit bien, il s'agit de trouver des solutions locales. Le transport aérien est bloqué, on ne peut pas dire qu'on envoie des experts venir aider. Chacun est pris dans son pays en plus à répondre à la crise. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça met chacun face à ses responsabilités, on va dire, locales et avec sa capacité de réponse. Mais ce qui est assez nouveau dans cette approche, c'est que ce n'est pas uniquement un acteur privé qui vient et qui apporte une réponse. Là, c'est vraiment extrêmement ouvert. On a une initiative qui a mobilisé tout le monde dans une dynamique citoyenne, c'est-à-dire sous forme de bénévolat et de gratuité. C'est-à-dire même les entreprises qui ont des licences propriétaires ont ouvert leurs licences pour pouvoir les mettre à disposition du ministère de la Santé dans le cadre de cette initiative. Et en fait, c'est un formidable élan national où on retrouve plus de 400 volontaires et voire même plus si on commence à intégrer tous ceux qui sont impliqués sur la dynamique de communication. Parce qu'on voit des structures comme YouReport qui regroupent près de plus de 10 000 acteurs qui s'impliquent dans la communication à l'échelle du pays. Mais surtout, on retrouve donc des institutions gouvernementales, des institutions, donc le ministère bien sûr de la Santé, qui est au cœur de la question, qui pose en fait ses besoins, et le groupe prend en charge la recherche de solutions. Et en fait, on voit bien ces ministères en plus actuellement sont sollicités et sursollicités par toutes sortes de demandes et ont un déficit d'expertise. Donc, on a aujourd'hui plus de 400 volontaires qui ont des expertises assez avérées, qui viennent se mettre autour du ministère de la Santé, avec des institutions publiques, donc l'Agence de l'informatique de l'État, qui est la grande agence en charge de déployer les infrastructures, parce qu'on a la question des protections des données aussi qui reste complètement active et qui assure aussi cette sécurité. Le Fonds de développement du service universel, l'Agence de régulation des télécoms, la Commission des données personnelles. Et donc, on voit bien qu'on a toutes ces structures, les universités, le secteur privé, les startups, les individuels. Et donc, pour la première fois, on va dire qu'on a
dans un élan national, tous les acteurs qui sont réunis autour d'une même initiative et qui apportent des réponses très concrètes au ministère. Alors, on est assez organisé autour d'un comité technique et de différentes structures. Je vous passerai les détails. Et très concrètement, on peut dire que là, en un mois, qu'est-ce qui a été fait? C'est de mettre en place un seul numéro d'urgence pour fédérer les appels, mettre ce centre d'appel en action pour pouvoir répondre rapidement, faire une solution de gestion des alertes, parce qu'en fait, on a des alertes et de suivi. Vous avez toutes les brigades qui sont déployées à l'échelle du pays qui font remonter des données. Donc, il s'agit de gérer ce système. Et donc, qui a été dématérialisé, en fait. C'est de faire des outils d'information pour le public, c'est de déployer des applications de gestion hospitalière, très concrètement. Hein. Donc, on est en train vraiment de pallier au déficit aujourd'hui numérique qu'avait le ministère, des tableaux de bord pour pouvoir suivre en temps réel les patients, le suivi des patients qui sortent, etc. Et donc, on voit bien que aujourd'hui, c'est une réponse assez forte, nationale, qui marque un grand tournant, je trouve, au niveau du Sénégal. C'est la première fois qu'on voit une telle mobilisation. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a la volonté, parce que Optique fait partie aussi de la FOPAO et du regroupement des employeurs du secteur des technologies de l'information, d'échanger. D'ailleurs, je sais qu'il y a des échanges qui sont faits avec la branche APBI de la CGEM pour partager des expériences avec le Maroc et Optique. Et donc, voilà, il y a aussi une dynamique panafricaine qui se met en place et qui est assez intéressante pour voir d'autres pays avec qui aussi les échanges sont faits. Et là, on voit bien des solutions qui se déploient avec des vraies capacités nationales qui sont mises à profit. Merci beaucoup, Karim. Alors, il y a plusieurs éléments que vous évoquiez qui sont très forts et sur lesquels on reviendra, qui est à la fois cette coopération du public et du privé, un élan, une coopération absolument essentielle, très forte. Et on voit bien que cette crise, finalement, fédère les initiatives et donc on voit bien des synergies qui finalement ont le même objectif et donc là on voit des innovations assez extraordinaires et puis le numérique qui finalement s'impose comme un des piliers stratégiques dans cette société hyper connectée. Puis un élément aussi que vous avez évoqué tout au début qui est un développement local et donc cet enjeu aussi de limiter la dépendance et donc de pouvoir reposer sur les compétences même de son propre pays de façon à pouvoir être en capacité d'être autonome lorsque on connaît des crises comme celles que nous traversons. Radia, peut-être un mot également sur ce qui se passe au Gabon, puisque les initiatives sont également très nombreuses. Je sais que vous êtes très impliqués aux côtés de ces acteurs innovants. Est-ce que l'on peut partager avec notre public cet après-midi quelques-unes de ces innovations? Est-ce que c'est en matière de fintech? Est-ce que c'est en matière d'éducation? Puisqu'il y a aussi la partie téléenseignement qui fait partie de ces évolutions qui sont assez intéressantes. Je sais qu'il y a un élément qui s'est développé au Cameroun sur ce sujet qui était assez intéressant. Il y a également les biotechnologies qui font partie de ces innovations majeures. Est-ce que l'on peut partager avec notre public quelques-unes de ces belles initiatives? Oui, bien sûr, évidemment. Bonjour à tous. Mélanie, j'aimerais juste revenir sur un petit point, sur un plan macro par rapport à ce que vous avez dit pour juste compléter pour nos internautes, c'est qu'effectivement, il y a eu 2 milliards de dollars investis en Afrique sur la tech en 2019. Donc, vous l'avez dit très bien, plus 74%. Et je voulais juste quand même expliquer à tout le monde qu'il y a des disparités énormes et que 85% de ces fonds sont allés à 4 pays seulement, le Nigeria, le Kenya, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Donc, il y a des grosses disparités d'un pays à l'autre. Moi, je n'ai pas vu un seul fonds d'investissement international investir au Gabon l'année dernière en 2019. Donc, on en est l'exemple même. Et je pense qu'il faut juste relativiser par rapport à ça
et que voilà, il y a certains pays aujourd'hui qui sont sûrement plus dynamiques par rapport à la création de start-up que d'autres et attirent plus d'investisseurs que d'autres. Voilà, je voulais juste relativiser par rapport à ça. Merci beaucoup, Radia. Vous avez bien fait. Alors, c'est un point qu'on évoquera peut-être sur le post-crise, juste un petit peu après. Effectivement, ça faisait partie des points qu'il était important de souligner, puisqu'il y a effectivement une disparité sur les investissements étrangers qui sont faits aujourd'hui sur le continent africain. Merci, Radia. Voilà, maintenant pour revenir à quelque chose de plus micro, effectivement, j'ai vu deux types d'initiatives intéressantes qui ont été faites. Les startups d'un côté, mais les bailleurs de fonds aussi ont lancé un certain nombre d'appels à projets pendant la période du Covid. Et je pense que c'est important aussi d'en parler. Vous avez par exemple l'agence universitaire francophone, l'AUF, qui a lancé un appel à candidature et un appel à projet pour tous les enseignants, chercheurs, universitaires pour trouver des solutions innovantes au Covid. Et là, c'est en phase justement, les projets ont été envoyés. Il y a eu plus de 1800 projets qui ont été envoyés à l'AUF. Et donc, il y a un financement derrière pour financer ces projets-là. Il y a eu aussi la francophonie qui a monté quelque chose de superbe, qui est la plateforme qui agrège en fait l'ensemble des projets. Et je pourrais donner le lien après, qui est extrêmement intéressant, de tous les projets dans les pays francophones. Et ils ont référencé jusqu'à hier 134 projets sur 70 pays qui sont liés directement au Covid. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant aussi de regarder ce type d'initiative de bailleurs de fonds. Et puis, la BAD aussi avait organisé au mois d'avril un hackathon spécial Covid en ligne, entièrement en ligne. Donc, je pense que ça, c'est des initiatives aussi intéressantes à connaître et sûrement d'autres choses vont se faire encore à l'avenir. Donc, ça, c'était côté un peu bailleur de fonds. Sur un plan maintenant vraiment start-up, oui, moi, start-up ou entreprise, j'ai 2 exemples au Gabon et puis j'ai d'autres exemples ailleurs. Au Gabon, on a accompagné un porteur de projet qui était porteur à l'époque, qui s'appelle Scientia, qui est une plateforme éducative, qui à l'époque, quand il l'a montée, était là pour gérer les écoles en fait. Et il a mué pendant le Covid et il est allé il a chargé de révision pour les élèves qui sont confinés. Et il l'a mis entièrement gratuitement à disposition de tout le monde, des parents, des écoles, etc. Donc ça, je pense que c'est une belle initiative. Et la seconde à laquelle je pense sur le Gabon, Total Marketing, donc qui gère les stations essence de Total, a passé un accord aussi pendant la période du Covid. C'était un projet initialement monté également, mais qui a été accéléré par le Covid en passant un accord avec l'opérateur de téléphonie Gabon Télécom pour que les gens n'aient plus besoin de se déplacer pour payer leur carburant et recharger les cartes directement via le mobile banking. Donc voilà, ça c'est des initiatives qui existaient, mais qui ont été accélérées par le Covid. Et puis après, il y a d'autres exemples que vous pouvez retrouver sur la plateforme de la francophonie. Je pense au Niger. C'était au Niger où ils ont créé un système vocal avec SMS et appel pour que toute la population puisse recevoir les mesures de prévention directement, donc par SMS et par téléphone. Elle est gratuite également. Au Mali, ils ont créé, il y a une start-up qui a créé aussi comment on appelle ça, un dispositif de lavage de mains automatique avec différents robinets et séchage automatique. Donc, c'est en phase de prototypage, hein, bien sûr. Je pense qu'on va en parler pour la suite pour voir comment est-ce qu'on passe du prototypage à l'échelle. Mais voilà, ça, c'est des initiatives concrètes. Vous avez parlé de REMA aussi, qui est fort intéressante, effectivement, parce que ça rassemble 6000 médecins quand même à travers le continent. Donc, c'est une belle initiative qui existait aussi, mais qui a dû sûrement beaucoup, beaucoup servir pendant cette période. Donc finalement, la crise qui est un accélérateur plutôt que marquer un coup d'arrêt en matière d'innovation. Et puis on voit donc la naissance aussi de certaines initiatives et notamment dont on parlait tout à l'heure autour de l'éducation, de l'enseignement, qui a dû s'adapter pour continuer à dispenser effectivement un enseignement, une éducation auprès des différents publics scolaires. Et donc on a vu effectivement émerger un certain nombre de dispositifs toujours
toujours avec l'appui du numérique et au service de la santé. Karim l'évoquait, vous l'évoquiez également à l'instant, Radia. Hicham, je vous propose que l'on échange peut-être un petit peu sur ce qui se passe au Maroc, sur les initiatives que vous voyez et comment cette tech africaine au Maroc traverse et affronte cette crise autour à la fois de l'innovation et donc un dynamisme de cette tech. Hicham, est-ce que vous nous entendez? Merci Mélanie, je suis très ravi d'être parmi vous dans ce bel forum. Tout d'abord, en fait, cette pandémie qui nous touche tous, ramène beaucoup de challenges, bien évidemment, mais aussi c'est une grande opportunité pour revoir notre manière de faire. Et je pense que les informations vont avoir à rattraper un retard énorme et vraiment mettre au diapason leur impact sur la planète entière. Au Maroc, bien évidemment, comme tous les pays, on a eu, je dirais, deux volets essentiels sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, c'est assurer la continuité de services auprès d'institutions qui sont primordiales et essentielles pour on va dire, la continuité du pays. Et sur ça, on ressort quatre choses qui sont communes et à travers mes discussions avec mes collègues à travers le monde, on retrouve vraiment la même chose. Les quatre points essentiels, c'est vraiment de permettre au personnel, de permettre aux employés, aux collaborateurs de disposer d'une solution de visioconférence pour pouvoir échanger et travailler à partir de domicile. La deuxième chose, c'est de leur donner un moyen de se connecter à distance et d'accéder au système d'information de l'entreprise, qui n'est pas chose facile. Des fois, pas toutes les entreprises ont eu à déployer on va dire des machines, des laptops pour tout le monde, etc. Et la troisième chose, c'est comment accélérer des process de validation qu'on avait l'habitude de faire au préalable en utilisant des parapheurs, etc. On parle de plus en plus de e-parapheurs. Tout le monde, ça devient vraiment un mot d'ordre. Et le quatrième point qui est sur, on va dire, qui revient chez toutes les entreprises, c'est la cybersécurité. Donc, ces quatre axes essentiels sur lesquels toutes les entreprises sont en train de nous solliciter l'ensemble de l'écosystème des partenaires. Et à mon sens, toutes les entreprises, toutes les startups qui ont pu, on va dire, disposer de compétences sur l'un de ces quatre piliers ont vu vraiment une explosion de demande sur cette période de Covid. Oui, allez-y, Mélanie. Allez-y, je vous en prie, je vous en prie. Le deuxième volet qui est à mon sens essentiel, c'est de prendre soin de nos petits, on va dire de nos enfants, pour assurer cette continuité d'apprentissage qui est essentielle sur l'après-Covid. Et on a vu un certain nombre d'initiatives. Je vais en parler en particulier du Maroc, où nous avons la chance en tant que Microsoft d'accompagner le ministère de l'Éducation nationale avec toute la panoplie de plateformes Microsoft Teams qu'on a mis à la disposition du ministère, et non seulement gratuitement pendant une période de 6 mois. Et on a vu très très vite s'installer autour de nous un ensemble d'écosystèmes de partenaires qui sont venus d'une manière, on va dire, spontanée, aider, on va dire, la mise en place, parce qu'on parle au Maroc de 7,5 millions d'élèves qu'il faut accompagner, etc. On n'a pas pu tout faire, mais on a pu parcourir, on va dire, une grande partie, et on a vu s'installer cet écosystème autour du ministère et commencer à déployer, à vraiment permettre cette continuité d'apprentissage à nos chers enfants partout dans le royaume. Il y a un point que vous évoquiez, Hicham, et qui effectivement à la fois donc fournir des outils qui permettent de se connecter à distance, le télétravail, et donc qui permet une continuité finalement dans l'économie du pays, qui est absolument essentielle pour effectivement que l'on ne sombre pas dans une récession et dans une crise économique qui serait absolument dramatique. Vous évoquiez donc l'accélération des process de validation
On peut entendre derrière ça peut-être les systèmes de signature électronique qui doivent être développés avec notamment de la PKI par exemple. Et puis la cybersécurité dont vous parliez, on pense évidemment à un socle autour de l'identité numérique qui est absolument essentiel. Si chacun de nous dispose d'une identité numérique, on peut justement accéder de façon plus sécurisée à un ensemble de systèmes, se connecter. Est-ce que ce sont des choses qui vont justement peut-être au Maroc comme ailleurs favoriser l'émergence de cette identité numérique, que ce soit de niveau substantiel ou forte en fonction des accès dont on peut avoir besoin? Est-ce que là, vous voyez aussi un accélérateur autour de cette crise pour justement faire émerger cette identité numérique? En fait, comme toute crise, ça ramène un certain nombre on va dire, de shifts, de mindset majeurs. Et l'adoption, on va dire, des nouvelles technologies qu'on a vues durant cette période-là, ça nous a permis d'accélérer d'une manière vertigineuse l'adoption, on va dire, de nouvelles technologies. On a fait bouger beaucoup de murs de mentalité principalement pour voir des gens adopter des choses comme la signature électronique, de la validation par, j'ai pris l'exemple de e-parapheur, etc. L'usage des visioconférences, les gens se sont rendus compte qu'on peut vraiment économiser. Et là, je l'ai entendu cette voix de plusieurs dirigeants de grandes entreprises au Maroc. On peut économiser sur on va dire les voyages business qu'on fait, etc., avec des solutions de visioconférence, ce qui nous permet une efficience dans la gestion de l'entreprise. Clairement, et même d'un point de vue, on va dire des lois, on voit beaucoup de choses qui sont en train d'être décidées très, très rapidement. Parce que dernière nouvelle qu'on vient d'avoir au Maroc, par exemple, c'est la Banque centrale qui a permis aux banques de pouvoir ouvrir des comptes à distance, ce qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel et on ne pouvait pas imaginer que ça allait prendre si peu de temps pour que ça puisse se faire. Donc voilà un premier témoignage de cette prise d'identité, on va dire, électronique, etc. Et ça va nous ouvrir des gros chantiers par la suite sur ce point en particulier. Il y a un autre point, Hicham, que vous évoquez, qui est la cybersécurité. C'est un volet absolument essentiel, puisqu'aujourd'hui, on est dans un monde ultra connecté, interconnecté. Il faut donc absolument sécuriser à la fois nos communications, mais aussi nos données, puisque on est en crise sanitaire et donc là, on voit bien l'intérêt de protéger ces données, notamment de santé, et également ces données personnelles, avec un certain nombre de réglementations qui se mettent en place à travers le monde pour protéger aussi les citoyens qui peuvent décider de ce qu'ils veulent partager ou non. Et puis, dans le monde de l'entreprise, le fait de pouvoir se connecter à distance dans des domaines qui peuvent être un peu sensibles fait que l'on peut aussi ouvrir quelque part des failles et permettre à des attaquants de pouvoir récupérer des données qui pourraient être stratégiques, confidentielles, en tous les cas importantes pour l'entreprise. C'est donc absolument essentiel de sécuriser tout cela. La prise de conscience en matière de cyber, on voit qu'elle s'opère depuis quelques années. C'est évidemment, il y a encore une fois des disparités selon les pays. En revanche, dans cette crise, on a dû aller très vite pour s'adapter. Les mesures de cybersécurité n'ont évidemment pas eu le temps d'être appliquées complètement. Comment est-ce que vous voyez se développer justement ce secteur et ce segment de la cybersécurité où il y a aussi une très forte capacité d'innovation? Oui, tout à fait. En fait, les entreprises n'ont pas eu le temps d'être préparées, sauf quelques-unes qui étaient habituées à du travail à distance. C'est que tout le dispositif de sécurité, cybersécurité était beaucoup plus centré sur de l'intra-entreprise que de l'extra-entreprise. Et rapidement, les entreprises se sont vues ouvrir, on va dire, les vannes vers leur système d'information à partir de l'extérieur. Et du coup, ils n'étaient pas réellement préparés. Il est clair que cela ramène beaucoup d'inquiétudes auprès ce qu'on appelle les CISO, Oui. Information Security Officer, etc., au niveau des entreprises, mais pas que ça. C'est une prise de conscience qui est générale au niveau top management, parce que c'est un pilier essentiel dans la continuité de service de l'entreprise. Et il est clair qu'on voit un focus très particulier là-dessus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des grandes opportunités, des grandes, on va dire, ouvertures de business qui sont là pour
notre écosystème bien évidemment notre écosystème de AfriTech. Les startups sont les bienvenus pour ramener des nouvelles solutions qui pourront accélérer, on va dire, ce mécanisme de mise en place de solutions contre la cybersécurité, etc. Il est clair que aussi ça permet aux directeurs système d'information d'avoir plus d'attention des décideurs en tant que bienveillance, mais aussi en ramenant les budgets nécessaires pour mettre en place ces mécanismes de sécurité, ce qui permet réellement d'accélérer ce volet-là. Merci beaucoup, Hicham. Karim, peut-être compléter sur ce volet-là. Il y a effectivement des opportunités en matière de cyber au cœur du numérique et donc de toutes les applications formidables qui émergent. Au Sénégal, vous avez un pôle de talent absolument gigantesque et donc il y a des opportunités pour la jeunesse aussi, que ce soit de développement, d'entrepreneuriat, mais aussi tout simplement d'emploi dans ces filières. Comment est-ce que vous voyez cette émergence et comment saisir ces opportunités dont parlait Hicham juste avant? Merci. Je pense qu'il faut voir, et ça ressort un peu de ce qui est discuté là, c'est que déjà, les entrepreneurs, et notamment ceux des startups, il faut quand même replacer le contexte, sont des entreprises qui sont quand même en early stage, qui sont en train de se construire. Donc, elles ont des idées, sont très créatives, elles sont en train de construire une réponse innovante, mais qui reste à confirmer et à gagner le marché. Donc, en fait, des situations d'urgence sur des idées fortes, mais il faut qu'elles arrivent à convaincre, peuvent leur permettre effectivement peut-être de gagner le marché beaucoup plus rapidement qu'elles ne l'auraient fait en situation normale où elles auraient pu être bloquées par d'autres. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des sujets extrêmement critiques, la connectivité, le sujet de cybersécurité, etc., qui montrent bien qu'en fait, tout ne peut pas être fait par juste les entrepreneurs. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette logique de silo où on a les entrepreneurs et toute cette jeunesse qui vient, qui foisonne, on est d'accord, mais qu'il faut accompagner, en fait, qu'il faut intégrer dans un écosystème qui est plus vaste. Et en fait, quand on regarde, moi, j'ai porté pendant 2 ans l'initiative Digital Africa, où au-delà de JoCollab, où on avait déjà un réseau de hubs et d'autres actions qu'on faisait pour fédérer justement l'écosystème africain, que ce soit à travers le Global Entrepreneurship Network ou d'autres, on voit bien qu'il y a un besoin de fédérer tous les acteurs. C'est-à-dire qu'aucun entrepreneur en fait passe de son idée au succès. En fait, il y a tout un parcours. Dans ce parcours, il y a une si grande topologie d'acteurs, on va dire, les académiques qui accompagnent sur l'innovation, parce que, par exemple, là, on voit bien sur la réponse sur les respirateurs, la question qui se pose, on a effectivement pas mal de makers qui ont fait des respirateurs au Mali, au Maroc, au Sénégal et autres, mais vous voyez bien que ces respirateurs agissent à la fin de la prise en charge du malade, c'est-à-dire le malade le plus critique, et si ce respirateur est défaillant, qui prend la responsabilité de la mort? Donc on est en fait dans quelque chose d'assez sensible. Et vous voyez bien qu'il y a des normes d'implantation. Alors on peut dire qu'on est en situation de guerre, même si il faut le relativiser. Hein, et c'est d'ailleurs un sujet, mais ça c'est autre chose. Je ne touche pas trop à la tech, mais culturellement, on a peut-être plus de capacité en Afrique finalement à réagir aux crises, parce que sachant qu'on est dans un monde où on n'est pas immortel, hein, et en fait, on vit plus facilement avec la maladie et la crise. On va dire. Et donc, on voit bien qu'il faut tous ces acteurs qui s'organisent, et c'est ça qu'on a trouvé assez fort dans l'initiative sénégalaise, c'est de voir que pour la première fois, finalement, les gens ne sont pas venus en silo, mais sont venus dans une dynamique où chacun se parle. Donc, on n'est plus en guerre sur toi, tu es le méchant grosse entreprise, toi, tu es le méchant de l'État, toi, tu es ceci. En fait, on est tous ensemble à chercher des solutions. Et on voit bien que dès qu'on est en situation de crise et qu'on est face au mur et que finalement quasiment nos vies en dépendent, ben, en fait, on arrive à la solidarité et à la collaboration. Et en fait, c'est la deuxième loi de la vie. Et la première, en fait, c'est que si on ne collabore pas, on ne trouvera pas de solution pour nous sortir d'une problématique. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir, finalement, avec des nouvelles règles. Ça a été finalement aussi théorisé, hein, quelque part, avec le retour
de ce qu'on appelle les approches sur les communs, et notamment les communs numériques. C'est ce qu'on est en train de bâtir, en fait, au Sénégal. C'est-à-dire chacun qui amène une part de ses ressources propres, que ce soit financières, intellectuelles, matérielles ou autres, pour les mettre à disposition d'une communauté qui regroupe différents acteurs, qui n'est pas forcément uniquement gérée par l'État ou par un privé, donc dans une logique de monopole, mais finalement qui est partagée et qui détermine ensemble des règles de gestion communes. Et là, c'est quelque chose, un champ quand même assez nouveau qu'on est en train de découvrir, et peut-être c'est une troisième voie qu'on est en train de faire émerger à travers finalement cette crise. Merci beaucoup Karim. C'est un enjeu justement sur cette coopération et puis quelque part ce partenariat public-privé où l'ensemble des acteurs collaborent avec un objectif commun. Même société civile, hein, parce qu'on a tendance à dire public-privé, mais finalement un jeune start-upper dans son coin, un innovateur, ou tout simplement un bénévole. Vous savez, par exemple, au Sénégal, on a l'initiative SIG Santé, c'est le système d'information géographique pour la santé, qui réunissent notamment les communautés de OpenStreetMap, qui sont les communautés de l'open source autour de tout ce qui est cartographie et autres. Et donc, ils sont spécialisés autour des systèmes d'information géographique qui regroupent 430 acteurs qui sont relativement des individuels ou des petites entreprises ou des acteurs plus gros pour produire les cartes sanitaires du Sénégal. Donc, vous voyez que là, on a dépassé la logique d'un partenariat public-privé. On est vraiment assez large. Et quelque part, si on se projette dans le long terme, parce que là, on est en situation d'urgence, il y a des gens qui maîtrisent très vite. Mais ceux qui n'étaient pas dans ça, on voit bien qu'on a aussi une nouvelle démarche d'apprentissage, d'engagement des populations pour trouver des solutions et éventuellement d'une approche, je vais dire, intermédiaire entre une logique de marché et une logique publique ou d'engagement bénévole. Merci Karim. Radia, peut-être revenir avec vous sur justement ce qui se passe au sein de ces incubateurs et de l'écosystème que vous accompagnez. Finalement, vous voyez aussi quotidiennement cette évolution, le fait de partager donc entre les différents acteurs, hein, Karim l'évoquait, le public, le privé et puis par extension l'ensemble de la société civile qui s'implique aujourd'hui beaucoup sur ces sujets du numérique et puis qui utilise ce numérique et donc quelque part c'est aussi pour elle que l'on innove et que l'on met en place ces différentes solutions. Comment vous voyez cette coopération? Karim évoquait la thématique de collectif et de solidarité qui sont deux mots très forts. Comment est-ce que ça s'illustre aujourd'hui au Gabon et puis peut-être par extension, puisqu'on parlait de beaucoup d'opportunités, il est clair qu'il faut préparer l'après, ce que disait également Karim à l'instant. Comment est-ce qu'on se prépare à l'après? De quoi ont besoin ces entreprises qui innovent dans la crise avec beaucoup de rapidité, de réactivité? Mais il va falloir quand même préparer la suite et rendre tout cela pérenne. Beaucoup de questions à la fois, Mélanie. Je vais essayer d'y répondre une par une. Justement, je voulais revenir sur les opportunités. Je partage totalement à la fois l'avis de Hicham et de Karim. Moi, j'ajouterais pour le Gabon quelque chose. Je vais m'éloigner un petit peu de tout ce qui est digital pour être sur de la tech aussi. C'est-à-dire toute la tech, ce n'est pas que du numérique, si je peux me permettre, Karim, sous ton contrôle. Il n'y a pas que le digital. Et du coup, moi, je vois aussi de grandes opportunités, en tout cas pour le Gabon, sur tout ce qui est agro-business, agroalimentaire, transformation. Parce qu'on sait effectivement, le Gabon est parti sur une diversification, mais qui est assez difficile à mettre en place pour des raisons à la fois culturelles et économiques. Et on s'est bien rendu compte pendant cette crise-là que le problème de la sécurité alimentaire était très, très sérieux. Le Gabon est très dépendant des importations et quand on est dans une phase comme ça critique où les avions s'arrêtent et tout peut s'arrêter du jour au lendemain, on a très peur en fait de ce lendemain-là. Et si on avait plus de startups qui étaient dans l'agro-business, dans la transformation, avec toute la richesse qu'ont les terres gabonaises, on pourrait faire d'immenses choses. Donc je pense que c'est aussi une véritable opportunité et une espèce de prise de conscience aussi des enjeux dans des périodes comme ça difficiles de crise sanitaire. Voilà, donc ça c'était le point sur lequel je voulais réagir. Après, sur la partie après Covid, oui, il y a l'écosystème, c'est extrêmement important. Moi, je suis d'accord avec Karim là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut qu'on apprenne à travailler tous ensemble. Karim le disait, que ce soit les ONG, le gouvernement, les grandes entreprises, les petites entreprises, les startups,
Voilà. Et je pense qu'il y a un écosystème à mettre en place. Moi, je ne l'ai pas vu encore se mettre en place au Gabon malgré la crise. Mais peut-être que ça sera une prise de conscience et que les choses se feront après ça. Là, il y a une solidarité effectivement gouvernementale, certes. Il y a en fait, c'est des silos encore. Il y a les grandes entreprises qui ont travaillé un peu avec le gouvernement, mais il n'y a rien de formalisé dans tout ça. On n'a pas vu un grand projet sortir tous ensemble comme Karim le présentait tout à l'heure pour le Sénégal. Donc, je pense que oui, la première chose, c'est ça. Maintenant, je pense aussi qu'il faut que les startups arrivent à passer du prototype à de l'industrialisation. Parce qu'on aura beau accompagner, Karim le disait, les early stage, c'est le niveau de toute façon le plus risqué chez les startups, mais souvent, en fait, elles n'arrivent pas à soit trouver leur marché, soit se développer pour X raisons. Je pense que là, à ce stade-là, cette période de crise a aidé au moins à ceux qui existaient ou ceux qui étaient en train de tester quelque chose, de tester leur marché. Alors certes, c'était dans l'urgence, on est d'accord, mais au moins, je pense qu'à partir de là, certaines vont mourir naturellement parce qu'elles n'auront pas trouvé leur marché. Et d'autres ont peut-être rencontré ce marché-là. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut investir aujourd'hui et demain. Celle qui, je prends le cas de Zoom, la plateforme sur laquelle nous sommes, je lisais que son fondateur, depuis le début de la crise, a quand même augmenté sa fortune d'1 milliard de dollars. Donc, merci Zoom et merci le télétravail. Mais il y a aussi des situations où certains s'en sortent bien pendant les crises. Et ce que je veux dire, c'est que nos startups aussi, elles doivent passer à l'échelle, elles doivent aller plus loin. Et je pense que c'est important de les soutenir dans la phase future. En tout cas pour celles qui ont trouvé leur cible et qui véritablement sont sûres maintenant qu'il y a un marché derrière. Radia, vous parlez de soutien. On imagine que vous appelez à un maintien ou à un renforcement pour ce qui concerne le Gabon, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, les investissements arrivent en Afrique, mais pas de la même manière sur chacun des pays. On imagine donc que vous faites un appel à vœux, finalement, vous faites un appel, vous lancez un message aux investisseurs pour regarder ce qui se passe au Gabon. Au-delà du financement, de quoi ont besoin ces startups pour justement rencontrer leur marché, passer à l'échelle et transformer l'essai de cette crise en une aventure entrepreneuriale pérenne? Alors, je pense que le point essentiel en Afrique en général, au Gabon en particulier, c'est le problème de la recherche. On en parlait, je pense, rapidement tout à l'heure, mais quand vous regardez les taux, les pays africains investissent 7 fois moins de budget que l'Occident dans la recherche. Et ça, c'est un véritable problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux mondes qui sont face à face et pas du tout ensemble. C'est le monde de l'entrepreneuriat et le monde scientifique et de la recherche. Donc, tant qu'on aura cette séparation-là et que les gens ne discuteront pas ensemble, on ne pourra pas aller très loin. Donc, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, on parlait d'écosystème, les gens déjà travaillent ensemble. Mais surtout qu'on soutienne la recherche. C'est-à-dire que pour passer du prototype à l'industrialisation, il y a un certain nombre d'étapes. Il faut transformer réellement cette expérience-là, qui n'est qu'une expérience pilote, en produit commercialisable. Donc, il faut arriver à faire ce transfert de technologie. Et aujourd'hui, quand je vois les initiatives qui sont prises ou ils sont encore en phase de prototypage, bon, ben voilà, pour passer cette étape, il faut deux choses. Il faut de l'argent, mais il faut aussi des scientifiques, de la recherche pour arriver à l'innovation. Et je pense que c'est là-dessus qu'on devrait travailler pour la suite. Et il n'y a pas 1000 façons de faire. Il y a, oui, effectivement, les investisseurs. Il y a les bailleurs de fonds qui peuvent aussi faire ça. C'est comme l'appel à projet que l'on a là de l'AUF. C'est exactement le cas. Mais d'autres peuvent aussi se lancer là-dedans. Et puis, les gouvernements doivent soutenir aujourd'hui. La période est difficile. La relève va être difficile. Et si on veut effectivement pérenniser toutes ces initiatives qui sont de belles initiatives, il faut que les gouvernements s'impliquent pour la suite. Merci Radia. Peut-être Hicham, est-ce que vous souhaiteriez réagir à ce qui vient d'être évoqué par Karim et par Radia? Peut-être partager avec nous au Maroc comment est-ce que vous voyez cet effet post-crise, l'investissement? Est-ce que vous imaginez effectivement que les investissements vont se maintenir, vont s'améliorer ou augmenter pour la partie notamment numérique et digitale? Et puis, est-ce que vous
vous évoquez pour vous le point de la recherche qu'évoquait Radia. Est-ce que vous le voyez de la même manière au Maroc? Moi, j'aimerais bien revenir sur un point un peu plus global. Et là, je me rappelle en fait d'un témoignage que Jacques Ma il avait fait en visitant la première fois l'Afrique. Et il a dit l'Afrique, pour lui, c'est la Chine il y a quelques dizaines d'années. Et il a dit ce qui a vraiment propulsé la Chine, c'est quatre, il parle de 4 E. C'est un, l'entrepreneuriat, deux, c'est l'éducation, trois, e-gouvernement, et le quatrième point, tout ce qui est e-infrastructure. Et il a dit, et ça, en termes d'investissement, je dirais même global, ça coûterait beaucoup moins cher que les investissements qu'on voit sur les infrastructures lourdes. Lorsque je parle, par exemple, sur le quatrième I, c'est ce qui est infrastructure, ça, c'est principalement toute la partie infrastructure télécom, toute la partie législative aussi, en fait, dont on a parlé tout à l'heure, pour mettre au diapason le consommateur avec le fournisseur à travers des chaînes de e-commerce, logistique, etc., pour permettre, on va dire, l'émergence de ce genre de canaux de communication. Et là aussi, on retrouve un pavé qui est essentiel, c'est la partie éducation. Et à mon sens, s'il y a un investissement qu'on doit mettre, sachant que l'Afrique, je ne vais pas rappeler des chiffres qu'on connaît tous, c'est 1,3 milliard de personnes, dont 40% de jeunes de moins de 16 ans. Avec ces chiffres-là, on a des prévisions qu'en 2035, on a un potentiel que l'Afrique dispose de plus de talents que dans l'informatique, si vraiment on les oriente vers l'informatique, que les États-Unis, la Chine et l'Inde, tous réunis. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire l'Afrique, il a le potentiel de devenir vraiment le laboratoire IT de la planète. Ça deviendra vraiment le laboratoire pour des startups et non seulement, parce qu'il y a encore des multinationales qui vont faire appel à des ressources IT, etc. Mais on est vraiment dans cette voie-là et il y a l'explosion, on va voir, de l'usage de nouvelles technologies de l'information. Et à mon sens, c'est vraiment le moment de montrer que notre système d'éducation il est capable de préparer ces futurs, on va dire, experts de nouvelles technologies de l'information pour accompagner cette transformation mondiale qu'on est en train de voir. Donc, pour moi, essentiellement, si je reviens sur ce qui se disait à l'instant, le meilleur investissement qu'on pourrait voir, c'est l'investissement dans l'éducation. Karim, vous souhaitiez peut-être rajouter quelque chose? Karim ne nous entend peut-être pas. Le micro, Karim. Ah, pardon. Vous m'entendez? Oui, Karim, voilà. Oui, en fait, je pense que quand on parle d'écosystème, c'est justement ça. C'est pas la recherche, c'est pas l'éducation, c'est tout ça en même temps. En fait. Et c'est bien la problématique. C'est-à-dire aujourd'hui, pour avoir une approche cohérente et avoir un écosystème qui fonctionne, c'est-à-dire par exemple, je suis une entreprise, je commence à progresser. Si je n'ai pas de talent, ça ne sert à rien. Je suis une entreprise, je suis en train de développer mon produit. Il y a une technologie qui peut m'accompagner. Si je n'ai pas de centre de recherche ou des technologies avancées, accessibles, proches de moi, j'ai des problèmes. Je suis en train de me développer, je n'ai pas de financement, j'ai des problèmes. Donc, on voit bien qu'il faut regrouper, encore une fois, l'écosystème. En gros, il y a 6 types d'acteurs qu'on retrouve dans l'écosystème. Les gouvernants, bien sûr, l'État, parce que c'est aussi les politiques publiques pour favoriser justement l'entrepreneuriat d'une manière ou d'une autre. Ce sont les organisations de soutien comme celle de Radia, comme la mienne, comme d'autres, à l'entrepreneuriat qui sont montées. Ce sont les établissements de recherche, ce sont les académiques, au sens large, pour produire le capital humain dont on a besoin. Ce sont les investisseurs pour l'investissement. Ça va du business angel jusqu'à des gros VC, venture capital ou d'autres types de financement. Et c'est le secteur privé, avec des corporates plus gros, des structures plus matures ou des structures multinationales comme Microsoft, par exemple, qui a lancé son programme Spark ou d'autres, qui accompagnent ces choses-là. Ensuite, ce qu'il faut voir, et Radia a bien appuyé sur ce point-là, c'est la technologie, c'est qu'un outil. Encore une fois, c'est un outil au service d'eux. Donc, si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris encore que c'est aujourd'hui comme l'électricité. Il faut arrêter de se poser la question du numérique, il faut l'utiliser. Et donc, dès ce moment-là, comment est-ce que je le fais de manière thématique sur l'agriculture, sur le tourisme, sur l'éducation,
sur les différents secteurs. Ce qui est en train de ressortir avec cette crise, c'est que le retard qu'on a pris globalement, il nous faut et ce qui est intéressant aussi, et que la Chine a montré d'ailleurs avec Jack Ma, en passant Jack Ma, Alibaba a fait une grande métamorphose lors de la dernière épidémie SRAS, où ils ont mis des solutions de réponse au Covid. Donc on voit bien que la crise, vous savez, le Japon, ils ont un idéogramme qui représente crise et opportunité. Donc en fait, dans la crise, il y a l'opportunité de se repenser. Et on voit bien que la technologie, il faut qu'on arrête de la penser de manière incrémentale. Il faut qu'on soit en logique de rupture. De rupture dans l'éducation. On ne va jamais éduquer nos populations avec le même système il y a 100 ans, avec des écoles qu'on va faire. Le Sénégal, à un moment, avait 40% de son budget dans l'éducation. C'était principalement sur de la construction d'écoles. Donc, il nous faut mettre ça sur de la valeur et repenser par l'usage des technologies tous nos différents secteurs, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, et prioritairement, justement, sur ce qui est en train de ressortir, c'est qu'on a des secteurs essentiels aujourd'hui à notre souveraineté nationale. Si on est coupé du monde, qu'est-ce qui nous arrive? Comment est-ce qu'on fait pour avancer? Comment est-ce qu'on fait pour se nourrir? Comment on fait pour se soigner, etc. Et là, donc, il y a un formidable champ qui est en train de se déployer. Au niveau de Smart Africa, j'aime bien les 4 I, parce qu'en fait, Smart Africa a été lancé à l'initiative du président Kagame. Aujourd'hui, il regroupe plus d'une vingtaine, presque une trentaine de présidents africains et s'est regroupé à faire un partenariat aussi avec l'Union africaine. On a d'ailleurs un groupe de travail Startup et écosystème qui va démarrer d'ici la fin du mois et réfléchir sur ces questions d'écosystème, parce que justement, il faut travailler sur ces 4 I, il faut fédérer les différents acteurs pour apporter des solutions qui vont permettre à l'entrepreneur réellement d'avancer. Mais là, on est en période d'urgence, et en période d'urgence, il faut le faire rapidement. Je pense que le Sénégal a fait une réponse assez rapide. Ça sera intéressant de voir d'autres pays le faire, et je pense qu'on va essayer de partager cette expérience assez rapidement. Juste pour finir, je ne vais pas être trop long, mais vous avez aussi des études qui commencent à sortir sur l'impact de la crise sur les startups. Je fais partie du Global Advisory Board de Startup Genome, qui est un institut qui fait les mappings des écosystèmes et qui fait l'accompagnement des écosystèmes. A fait une étude. On voit bien dans la dernière crise qu'il y avait eu en Chine, 50% des investissements des VC, les startups avaient perdu 50% de leurs investissements en Chine. Donc on voit bien vers où on va. Par ailleurs, il faut voir que l'impact économique de cette crise va être phénoménal. Enfin, on ne sait même pas l'imaginer. Je sais que nous, en tout cas, le réseau de Jocolab, on a une douzaine de hubs, ils sont quasiment tous fermés. Donc, on sait aujourd'hui que ça va être extrêmement dur. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de hubs, aujourd'hui, risquent d'être en crise par rapport à leurs opérations, parce que les coûts de fonctionnement sont quand même assez gros. Donc, ça, déjà, c'est-à-dire qu'on risque de casser une dynamique qui était en cours sur le continent. On a, bien sûr, les investissements qui vont sûrement se réorienter vers ces secteurs stratégiques. Donc, ça, c'est peut-être une bonne chose. C'est qu'au lieu de se disperser dans le super réseau social qui va sortir en Afrique, on va peut-être maintenant se concentrer sur des thématiques peut-être plus sérieuses qui vont accompagner l'économie réelle de nos pays et aligner sur justement l'agri, la santé, la fintech, mais qui accompagne ça, la surtech, etc. Et donc voilà, donc on est dans une situation où je discutais avec des startups, certaines, alors il y a celles qui ont la chance effectivement d'avoir des solutions qui vont dans le sens de la crise, on va dire même le e-commerce qui est en train de prendre de manière assez intéressante, ou tout ce qui est un peu logistique, mais il y a toutes les autres qui, quelque part, avaient des vues de 3 mois de trésorerie à tout casser. Donc, on va sortir avec un formidable chantier à la sortie, parce qu'il risque d'avoir beaucoup de morts. Hicham, Radia, est-ce que vous partagez la même vision que Karim? Comment est-ce que vous voyez-vous donc l'impact de cette crise sur l'écosystème de start-up? Hicham, je vous laisse la parole d'abord. Merci Radia. En fait, je pense qu'il y a clairement, il va y avoir un après-Covid où il va y avoir un impact économique important. Sauf que je crois qu'il va y avoir un shift de certains secteurs d'activité à d'autres.
Et je pense dans toute cette équation mondiale qui va en fait se promulguer, les nouvelles technologies de l'information vont sortir très, très gagnants. Euh, et à mon sens, les investissements qu'on avait l'habitude d'avoir sur les startups, venir massivement d'une manière assez généreuse, etc., à mon sens, vont être un peu freinés, certainement. Euh, Néanmoins, il va y avoir plus de focus sur des startups qui vont ramener de la valeur autour de ces nouvelles destinées d'usage de l'IT. E-commerce, à mon sens, c'est vraiment un boom qu'on va voir qui va continuer. Toutes on va dire les chaînes de logistique, tout ce qui est tout ce qui est autour de data and AI, ça va être vraiment quelque chose qui va vraiment se propulser au sommet. On a parlé tout à l'heure de la cybersécurité, c'est un sujet qui ne va pas s'arrêter. Donc, ça va ouvrir certainement des nouvelles voies et on a besoin que les startups se reconcentrent sur ces sujets-là. Il y avait beaucoup de startups qui étaient sur des thématiques assez fancy, je dirais. Là, dans une période de crise, on n'a plus droit à aller sur ça, mais plutôt revenir sur les choses de base. Mais clairement, il y a de la place pour les startups qui sont dans on va dire, le cœur des chantiers après Covid. Merci Hicham. Peut-être Radia, un complément. Je précise simplement, Radia, avant que vous preniez la parole, que nos participants peuvent poser leurs questions à travers le fil de conversation qui est activé sur la plateforme Zoom. Et donc, ces questions, je pourrais ensuite les poser donc à nos différents intervenants pour qu'on complète, puisqu'il y a effectivement quelques questions qui arrivent voilà, autour des points que nous venons de balayer au cours de ces 50 dernières minutes. Radia, peut-être compléter sur effectivement votre vision à vous sur l'impact de cette crise sur les startups. Moi, je pense exactement comme les deux intervenants, exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un après-Covid, ça, j'en suis profondément convaincue. Quand on a une petite assise comme une PME, il y a quand même des soutiens de l'État dans certains pays. Moi, en l'occurrence, c'est le cas au Gabon avec des prêts à taux bonifiés. Donc, elles vont pouvoir peut-être sortir du tunnel de cette manière-là, mais ça veut dire que déjà, elles ont quand même des bons de commande ou des contrats qui sont signés. Les startups, c'est vraiment très différent au niveau où elles sont. Donc, ça risque d'être plus dur pour les startups, effectivement. Ça, moi, j'en suis convaincue. Et c'est pour ça que ce qui me semble être le plus légitime dans cette phase de sortie de Covid, c'est de les soutenir par des bailleurs de fonds, par des gouvernements. J'ai beaucoup de mal à voir comment, sauf à ce qui est vraiment certains secteurs, mais tout le monde ne va pas se mettre non plus sur ces secteurs prioritaires. Mais ça va rassembler probablement un certain nombre de startups sur des axes fondamentaux et on est tous d'accord là-dessus. Je pense qu'on s'est tous un peu réveillés. Et donc, je pense qu'il y a des opportunités que tout le monde va voir maintenant et certains investisseurs vont continuer. Et ces investisseurs, eux aussi, ont dû perdre beaucoup d'argent pendant cette période-là. Donc, de toute façon, il est assez évident que les investissements vont baisser par la suite. Radia, peut-être une question qui nous est posée par un intervenant et qui revient sur la partie des implications donc des États, des administrations en faveur des écosystèmes de start-up. Bien sûr, la question est ouverte aussi pour Karim et Hicham. On nous pose la question, ne faut-il pas créer une rubrique dans les budgets des administrations dans la limite de 5% des investissements, un montant risque pour nos start-up? J'allais dire oui, avec grand plaisir. Je ne sais pas pourquoi 5%. Gouvernement, j'ai pas ce pouvoir, mais il y a toujours un pourcentage qui est destiné à la recherche. Maintenant, il n'est pas débloqué. Très souvent, c'est ça le problème. C'est que souvent, sur papier, dans les lignes budgétaires, ça existe. Mais ce n'est pas débloqué parce que ce n'est pas prioritaire. En tout cas, ça n'a pas été jusqu'à maintenant. Donc, j'espère que les choses vont changer à l'avenir. Je pense que l'Afrique est très plurielle. C'est quand même 54 pays, hein, donc on voit des expériences différentes et on voit des pays justement où il y a quand même des budgets qui sont alloués à l'innovation, à la recherche, aux startups. On voit de plus en plus d'initiatives pour soutenir l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat numérique. Mais on voit même que d'ailleurs, quand souvent on parle d'innovation et d'entrepreneuriat, même dans d'autres secteurs, comme l'agriculture ou autres, on va retrouver du numérique en fait, l'usage des données satellites,
et d'autres, l'usage des drones, etc. Donc, on voit quand même des initiatives sont mises en place. Je prends le Sénégal, il y a la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui a été mise en place, qui a beaucoup fait en termes d'investissement. Au Ghana, ils ont le Ghana Entrepreneurship Initiative, National Initiative, Entrepreneurship Initiative. Les deux sont logés à la présidence. D'ailleurs, donc on voit bien que c'est des dynamiques qui sont en train de se mettre en place de plus en plus à haut niveau pour essayer d'accompagner ce secteur. Mais effectivement, ça demande plus. Ça demande aussi surtout de fédérer et de partager. Je pense qu'aussi, peut-être, ce qui va ressortir de cette crise, c'est la nécessité d'une solidarité panafricaine. Et peut-être que le projet panafricain va ressortir. Je pense que là, on attend beaucoup de Smart Africa notamment, qui est peut-être le projet le plus avancé pour soutenir cette dynamique. Justement, Karim, peut-être une autre question. Vous avez souvent parlé depuis le début de l'intervention de la coopération entre les différents acteurs. Il y a aussi une coopération, et c'est ce que vous venez d'évoquer à l'instant, entre les pays, entre les États, pouvoir effectivement avoir une vision globale, collective, commune d'un point de vue du continent africain. Est-ce que vous avez aujourd'hui des partenariats notamment développés, peut-être assez avancés avec certains pays? Est-ce qu'il y a des pays vers lesquels cette crise vous a aussi rapproché au Sénégal? Et puis la question est valable également pour le Maroc, le Gabon. On nous pose également la question de savoir si vous avez des projets de partenariat avec la Sierra Leone. En fait, il y a des échanges naturels qui se font parce que tout le monde est bien sûr de plus en plus en réseau. J'échange avec Radia, on se croise sur pas mal de réseaux. Et donc, on voit bien, on est tous relativement connectés. Par ailleurs, les États, bien sûr, ont leur propre réseau. Et on a la francophonie, on a Smart Africa, on a l'Union africaine, etc. Donc, mais ce qui se passe et ce que je constate, c'est qu'on a les réseaux, on va dire, étatiques, gouvernementaux, on va avoir les réseaux des acteurs terrain. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à mixer les deux. Et en plus, quand on voit l'approche de l'open innovation, donc l'innovation ouverte, hein, qui est la démarche d'innovation, c'est de nourrir justement, se nourrir par la collaboration et la diversité. Donc, il nous faut aujourd'hui regrouper ces différents mondes autour d'une même dynamique et que ce ne soit pas un côté et un autre. Moi, j'ai vraiment beaucoup vécu ça en ayant la chance d'être impliqué aussi bien au niveau macro, État et définition des politiques publiques, mais aussi en tant qu'acteur privé, où on a l'impression qu'on est dans deux mondes qui fonctionnent en silo et qui se regardent parfois en chien de faïence. Je pense que le nouveau monde, c'est vraiment de regrouper tout le monde. Et je passerai encore plus loin en disant qu'il faut aussi associer la société civile qui est le bénéficiaire final. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que si on prend les débuts des grandes réflexions sur la société de l'information, c'était la conférence du sommet mondial de la société de l'information, c'était les premiers grands sommets onusiens où on associait le secteur privé, les gouvernements, les grands corporates et la société civile. Et ça, on voit bien que déjà, il y avait quelque chose, on va dire, qui était en gestation à partir de là. Donc, il faut qu'on arrive à garder cette conversation tout au long pour et initier quelque chose, mais ensuite le suivre et continuer à faire ensemble. Pas qu'il y ait à un moment une rupture dans cette chaîne de communication. Je prends les idées, après je vais faire, et puis après je reviens vous consulter. Non, il faudrait qu'on arrive à créer une démarche qui nous permettent de faire ça. Encore une fois, sur la coopération, je pense que très clairement, en tout cas, la direction a été donnée, parce que Smart Africa, aujourd'hui, est quand même une initiative qui gagne de plus en plus de terrain. Les présidents se sont engagés, donc l'action au plus haut niveau est là. Les pays, en plus, sont dans cette dynamique, et c'est l'esprit même du projet, de partage de leur projets. Donc, il y a des blueprints qui sont en train d'être sortis sur différents secteurs. Ça va du e-gov en passant par justement les startups et autres. Et donc, on voit bien la Smart City, enfin, il y a à boire et à manger. Et donc, on voit bien que on est sur cette dynamique-là qu'il faut aujourd'hui accompagner. Ça reste assez jeune. Hein. C'est une initiative qui a été lancée sous
la présidence de l'Union africaine du président Kagame, et donc qui est en train de gagner aujourd'hui ses lettres de noblesse. Radia, peut-être vous souhaitiez compléter sur les coopérations et les partenariats. Et aussi, quand même, il faut noter qu'on a eu la dynamique de la zone de libre-échange en Afrique, aussi qui vient d'être signée par les pays. Radia, peut-être un mot sur les partenariats que vous pouvez avoir ou les coopérations avec d'autres États, d'autres pays. À notre niveau, on fait partie déjà d'un réseau international. Donc, ça facilite beaucoup les choses. Ce n'est pas nous qui l'avons créé. C'est une organisation qui existe depuis 100 ans maintenant, qui est installée à peu près partout dans le monde, 118 pays. Et on a effectivement une plateforme WhatsApp, nous, avec déjà tous les bureaux de GE à travers l'Afrique. On a une représentation qui est basée au Ghana. Donc, on a déjà ce type d'échange, de coopération, de travail en commun, et qu'on partage après parfois avec d'autres continents. Donc, on a déjà cette expérience-là, effectivement. Et dans des périodes comme ça de crise, ça peut être très utile d'être dans un réseau. Hicham, peut-être un mot sur les partenariats. Avec quel autre pays vous avez pu voir émerger des coopérations, par exemple, donc vous qui êtes au Maroc? Moi, j'aimerais bien revenir sur quelque chose beaucoup plus, on va dire, profonde, sur les partenariats entre sur les modèles que j'ai vus réussir. C'est les startups qui sont, on va dire, adossées à des corporates pour pouvoir accélérer, on va dire, leur go-to-market. Et ça, je pense, c'est le rôle des incubateurs, le rôle de tout l'écosystème derrière. C'est vraiment de rapidement, lorsqu'on voit émerger une startup, qu'on les oriente et on les accroche pour ce qu'on appelle décrocher ce premier PO, ce premier bon de commande, parce que c'est ça qui assure la continuité, le succès de la startup et qui lui permet réellement d'aller chercher même de l'investissement parce que ça devient tangible. Et là, il y a un rôle essentiel. On a parlé tout à l'heure de la CGEM, par exemple, au Maroc, etc. C'est ces écosystèmes qui doivent absolument accompagner les startups pour mettre ce matchmaking pour assurer la pérennité des idées des startups, généralement qui sont sur un cash flow qui est très, très, très tendu. Et peut-être un premier bon de commande peut vraiment les sauver et leur permettre de réussir. Merci Hicham. Alors on a apparemment un participant qui souhaiterait vous poser une question. Est-ce que Soukaina, on peut connecter notre participant? Alors est-ce que la connexion s'effectue? Oui, normalement, j'ai activé son micro. Oui. Monsieur Hmidouche, est-ce que vous êtes là? Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour monsieur, on vous entend très bien. Bonjour madame, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour cette très belle initiative qui met en exergue cette problématique de la tech en Afrique et permettez-moi aussi de saluer mon ami Karim Si que j'ai connu à Dakar lorsque je dirigeais le bureau régional de la Banque africaine de développement. Et je voudrais aussi saluer les autres participants, M. Hicham Eraqi et l'autre intervenante du Gabon. Je voudrais revenir sur le Fonds de solidarité numérique que Maître Abdoulaye Wade, à l'époque chef de l'État du Sénégal, avait lancé à l'occasion du sommet mondial sur la société de l'information à Genève en 2003 et après lors de la deuxième édition de ce sommet mondial qui s'est tenu à Tunis en 2005. Le Fonds de solidarité numérique a été créé pour réduire la fracture numérique entre les pays du Nord et les pays du Sud, avec un business model basé sur la mobilisation de 1% dit de solidarité numérique du chiffre d'affaires des entreprises qui travaillent dans la tech au niveau du continent africain. Des institutions comme la Banque africaine de développement ou AXA, la compagnie d'assurance en France, etc., se sont mobilisés. Ils ont mis des ordinateurs dans les containers, ils les ont envoyés un peu partout au niveau du continent. Deux problèmes majeurs ont été identifiés à l'époque. D'abord, le coût du transport et le dédouanement.
de ces ordinateurs une fois arrivés dans les pays du Sud, notamment en Afrique. Et le deuxième, c'est l'utilisation des logiciels de Microsoft. Moi-même, j'étais membre du conseil d'administration de Fonds de solidarité numérique en représentant la BAD. J'ai donc beaucoup travaillé avec les administrateurs sous le leadership du président Ouad, lequel a choisi M. Alain Madeleine comme président de ce fonds qui a été logé dans une structure à Lyon. Et le secrétaire général était un Suisse. Malheureusement, des malversations ont eu lieu et il a été déclaré dissous 4 ans après son lancement. Donc, jusqu'à présent, nous subissons ces problèmes et le Fonds de solidarité numérique, à mon avis, a sa raison d'exister à nouveau, surtout dans le contexte de la gestion de la pandémie Covid-19. Aujourd'hui, au Maroc comme ailleurs, tout le monde est confiné. Et je voudrais revenir à ce que Hicham a dit tout à l'heure dans son intervention, quand il a dit qu'il faut investir massivement dans l'éducation, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors aujourd'hui, les enfants sont confinés dans la maison, des cours se font par téléconférence, etc. Mais il y a beaucoup d'enfants, et surtout dans le monde rural, qui n'ont ni électricité, ni ordinateur. Donc, comment assurer la continuité du service du ministère de l'Enseignement ou des écoles lorsqu'on n'a ni électricité, ni ordinateur, ni rien du tout? Donc, c'était ça la question que je voulais poser, n'est-ce pas, aux intervenants pour savoir est-ce qu'il ne faut pas se mobiliser à nouveau pour lancer, n'est-ce pas, un organisme similaire? Parce qu'on a cherché à mobiliser des ressources pour résoudre ce problème-là avec des mécanismes de financement innovants. Donc, un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés de tech, n'est-ce pas, au niveau de notre continent. Voilà le but de mon intervention et je m'excuse d'avoir été un peu long et je vous félicite et vous souhaite aussi un très bon Ramadan. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher monsieur, d'avoir été avec nous et puis poser cette question autour de l'éducation qui, effectivement, est un des piliers de nos sociétés absolument essentiels. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir? Peut-être, Hicham, vous avez soulevé ce point clé de l'éducation. Est-ce que vous souhaitez peut-être apporter un premier élément de réponse et puis nos deux autres intervenants pourront compléter, bien entendu. Bien évidemment. Je vous remercie, Sirmid Douche, pour votre intervention. Il est clair que, comme on a dit, l'éducation il est au centre de tout ce qu'on veut faire avec le potentiel de l'Afrique, etc. Ça, je pense qu'on a bien élaboré autour de cette question-là. Maintenant, je comprends votre point, c'est qu'effectivement, il n'y a pas, dans le monde où on vit du monde connecté, si on ne dispose pas de connexion, on est clairement out of the reach, comme on dit. On est vraiment pas du tout dans ce nouveau monde. L'idée de fonds universel, moi je parle du cas du Maroc, dans lequel on a fait vraiment un travail remarquable avec le fonds universel qui était ponctué chez les opérateurs télécoms pour pouvoir réellement accéder à des zones blanches et permettre aux opérateurs télécoms d'investir sur des régions qui ne sont pas, on va dire, économiquement viables. Et ça a vraiment ramené beaucoup je dirais, de zones qui étaient éloignées à être connectées au monde dans lequel on vit. Et clairement, c'est une action qui est très louable et qu'il faut qu'on continue. Aujourd'hui, il est hors de question qu'on continue à avoir des gens qui ne disposent pas de connectivité, qui ne disposent pas d'électricité, etc. En tant que, là, je vais reprendre ma casquette de Microsoft. Chez Microsoft, on a lancé une initiative qui s'appelle For Africa, c'est le chiffre 4 à Africa, pour accompagner, on va dire, le continent à tirer profit de tout son potentiel. Et l'initiative For Africa se base principalement sur 3 axes majeurs. Les 3 axes qui sont toute la partie, on va dire, éducation, mise à disposition de contenu. Et là, on a beaucoup de plateformes pour pouvoir mettre ça à la disposition des gens. Je pourrais partager ça peut-être dans le chat pour les gens. Le deuxième point, c'est accompagner les startups. Et le troisième point, c'est la connectivité. Et sur la connectivité, on a fait pas mal de projets sur le continent. Je peux parler du cas
du Maroc. En fait, chez Microsoft, on dispose d'une technologie qui s'appelle, qui se base sur ce qu'on appelle TV White Space. En fait, on va utiliser la fréquence blanche qu'on n'utilise pas dans les télés. C'est la bande de fréquence entre 400 et 800 MHz, sans rentrer dans les détails techniques, qu'on va pouvoir utiliser et permettre de propulser le signal sur des kilomètres, et ça permet vraiment de connecter des sites éloignés à faible coût, contrairement à des technologies comme le Wi-Fi ou la 3G, etc. Et ça nous a permis réellement d'accompagner, aussi bien au Maroc, on a travaillé avec des villages qui étaient éloignés avec le ministère de l'Éducation, on a travaillé avec une grande université pour interconnecter l'ensemble des sites, mais aussi dans des pays comme le Kenya, on a travaillé même avec des agriculteurs pour les connecter sur le réseau et leur permettre d'utiliser les technologies pour mieux servir, on va dire, pour mieux utiliser toutes les technologies agritech pour améliorer leur productivité. Voilà, on va dire un moyen qu'on peut utiliser aussi pour accélérer la connectivité des zones blanches. Merci beaucoup, Hicham. Peut-être Karim ou Radia sur cette question de réduire la fracture numérique et donc avoir des infrastructures qui permettent à tout un chacun d'utiliser. On en revient à ce que disait Karim tout à l'heure, c'est l'utilisateur final qui doit être replacé au centre de toutes ces innovations numériques, et pour ça, il faut qu'elles puissent à la fois accéder à ces outils, avoir les bonnes connexions, les bons éléments de connectivité et pouvoir ensuite savoir utiliser ces outils du numérique innovants qui sont développés quotidiennement. Peut-être Karim ou Radia, un mot sur ce sujet. Je pense qu'il faut voir, bon, déjà, aujourd'hui, les gens, par leur mobile, ont quand même accès à un ordinateur. Donc, par rapport, si on voit, c'est quand même la puissance de calcul du superordinateur, du premier superordinateur de la NASA à l'époque. Donc, on met dans les mains des gens quelque chose d'extrêmement puissant qu'on n'a pas encore suffisamment poussé dans sa pleine capacité. Je pense qu'on l'a vu un peu avec la FinTech. Quelqu'un a posé la question dessus. Les banques étaient restées en ville, s'étaient occupées des grands comptes. Et en fait, tout d'un coup, est aussi venue une démarche où on parle de bottom of the pyramid, c'est-à-dire la base de la pyramide, le marché de tout le monde, en fait, qui est beaucoup plus grand que le marché de niche des grands acteurs du haut de la pyramide. Et là, quand on commence à réfléchir sous cet angle-là, ça change tout. Quand on voit des banques, nous, on a accompagné la Société Générale, ils ont fait quand même plus de 100 ans sur le continent africain. C'était même pas 25% de taux de bancarisation. Ils n'avaient pas vu ce marché-là. Des jeunes startups sont venus. Bon, là, ce n'était pas une petite startup, puisque au Kenya, c'est quand même un opérateur téléphonique et même Orange Mobile, mais on voit d'autres qui commencent à s'organiser et qui ont mis des solutions qui ont complètement pulvérisé et créé des nouveaux usages dans la manière de faire circuler l'argent en Afrique et qui a changé complètement radicalement l'approche. Et donc, on voit bien encore cette logique de disruption, je pense, dans tous les secteurs. Si on parle de la connectivité, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même 5 ou 6 projets de nano-satellites qui sont en train de se préparer, qui vont connecter globalement toute la planète. Et ça va changer complètement l'approche aussi de la connectivité, parce que c'est notamment pour amener de la connectivité Internet. Donc, on a un shift technologique qui est en train d'arriver tranquillement. Et là, ils sont en train d'être lancés. Hein. C'est les projets d'Elon Musk et d'autres, d'Amazon et d'autres acteurs. Il y a en gros, je crois, 3 ou 4 grands projets américains, un grand projet chinois et un projet européen qui est un peu balbutiant. Donc, on voit bien qu'il y a des nouveaux enjeux qui sont en train de se poser sur la connectivité et que peut-être bien que la connectivité sera moins un enjeu. On a vu effectivement Facebook, Google et d'autres grands acteurs du numérique qui sont devenus propriétaires de câbles sous-marins. Donc là, on voit bien que l'enjeu, c'est effectivement aussi la connectivité qui rentre clairement dedans. Facebook, effectivement, le fait. Ils sont en train de câbler. J'étais au Congo, Brazzaville, et je voyais qu'effectivement, Facebook, par exemple, avait un projet de fibre sur Kinshasa
etc. Donc, on voit bien que sur certains marchés qu'ils ont identifiés, ils sont en train de le faire. Google installe déjà de la fibre en Afrique. Donc la connectivité est en train d'être prise en charge. Maintenant, on voit bien qu'aussi en face, il y a une question, on en parlait tout à l'heure de souveraineté alimentaire, qui va peut-être se poser à un moment donné, de souveraineté digitale. Est-ce que les données circulent? Qui les maîtrise? Comment ça se passe? Et donc là, il va falloir trouver aussi des réponses par rapport à ça. Pour revenir juste à ce que mon ami Mohamed Hamdouche a dit, effectivement, il y a des actions assez visionnaires qui souvent sont lancées sur le continent. Malheureusement, on a tendance à les faire, peut-être parce qu'elles ont un portage trop politique, nous amène finalement à les abandonner alors qu'elles étaient extrêmement bonnes. On voit bien qu'effectivement, on a besoin d'infos. Les ordinateurs. C'est quelque chose qu'on vit réellement ici. Les jeunes n'ont pas cette chance de pouvoir être éduqués à l'école sur cette partie-là, on peut sûrement dans des écoles privées. Mais du coup, ça pose véritablement aussi problème. C'est-à-dire que même si la connectivité est globalement bonne au Gabon, y compris en province, le problème majeur que l'on a, c'est l'enseignement en fait, à l'utilisation des outils informatiques. C'est surtout ça qui pose aussi problème. Donc l'un, à mon avis, ne doit pas être séparé de l'autre. Il faut régler les problèmes en même temps. Merci beaucoup, Radia. Nous arrivons donc au terme de cette webconférence. Ça fait 1h20 que nous partageons notre temps et vos expertises et votre vision. C'était évidemment un grand plaisir de vous avoir tous les trois avec nous connectés pour partager ces éléments. Il y a des questions qui sont directement adressées à chacun de vous sur le fil que vous pouvez suivre. Donc peut-être que vous pouvez aussi répondre directement aux personnes qui nous ont suivis. On retiendra donc des opportunités assez importantes et majeures pendant cette crise du Covid-19, évidemment pour la tech africaine qui a fait preuve de beaucoup d'innovation, de résilience aussi dans cette crise, un dynamisme très important, mais évidemment il va falloir affronter le post-crise, garder ce dynamisme, faire en sorte que les investissements continuent et puis cette dimension qui a été abordée à plusieurs reprises qui est celle de la coopération, du collectif, de la solidarité et donc finalement peut-être que le mot non pas de la fin mais qui nous amènera à conclure cette conférence, c'est qu'effectivement nous affronterons cette crise et porterons le futur tous ensemble. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir partagé ce début d'après-midi avec nous. La suite des conférences organisées donc Paris Conférence, ce sera mardi prochain, le 12. Ce sera 12h GMT sur le thème Covid-19 et réseaux sociaux, enjeux et défis de la protection des données en temps de crise. On l'a un petit peu abordé tout à l'heure et notamment avec vous, Hicham. Et ce sujet, vous aurez le plaisir de le poursuivre avec évidemment 3 grands intervenants et Jean-Noël Georges que vous retrouverez donc sur les réseaux. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un bel après-midi et surtout, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt.